Champ de tir de l'armée française, en plein cœur de la Nouvelle-Calédonie. Le GPI, le groupe de peloton d'intervention, est une unité d'élite de la gendarmerie française. Leur force, être considérés comme parmi les meilleurs tireurs. Alors ici, les exercices se font en grandeur nature, dans des conditions extrêmes. Un entraînement indispensable pour ces guerriers. Pour la plupart d'entre eux, ils sont issus soit d'autres GPI, soit d'escadrons de gendarmerie mobile, ou aussi dans des pelotons d'intervention, puis ils ont été sélectionnés, formés par le GIGN et ensuite affectés dans mon unité. Plusieurs fois par mois, ces hommes viennent donc s'entraîner au tir en pleine brousse calédonienne. Tir en 4 phases, 40 cartouches. Premier tir en stationnaire, 10 cartouches. Second tir en ascenseur, monter 5 cartouches, descendre 5 cartouches. C'est bon pour vous? L'objectif de ces journées, simuler des scènes d'intervention délicates et apprendre à toucher sa cible depuis un hélicoptère. Des situations fréquentes dans ces zones difficiles d'accès. L'idée c'est quoi? C'est être capable en fait d'avoir un appui-feu depuis les airs sur les missions qui sont dévolues au GPI. Alors ça peut être ce sont des missions d'arrestation domiciliaire quand on est dans des endroits qui sont vraiment très reculés. Ça peut être sur des missions de très haute intensité comme on doit travailler sur le type pirate-air, pirate-mer. Voilà, ça nous permet en fait d'avoir un appui aérien. Je peux te le faire passer là ou plutôt derrière? Ouais, derrière. Les hommes qui s'exercent aujourd'hui ne sont pas tous des habitués du tir. Certains viennent tout juste d'incorporer le GPI. Ils sont en pleine phase d'apprentissage. Je te laisse monter, tu as un marchepied ici. Alors pour eux, le tir depuis un hélicoptère instable est un vrai défi. Vous, comment vous vous sentez là-dessus? Moi je suis sur ma formation, tireur G3, donc c'est les débuts. Donc pour prendre en compte les difficultés du tir avec la hauteur et l'aéronef. Troisième tir pour moi, on verra bien. Aujourd'hui, les apprentis tireurs vont monter un à un dans l'hélicoptère. Chacun leur tour, ils vont tenter de toucher au plus près les cibles disséminées sur le terrain. Tireur en position, porte arrière droite ouverte sécurisée. Donc on est parti pour 2 phases de tir G3 calibre 762, 2 fois 20 cartouches. À peine installés dans le cockpit, les gendarmes se transforment en soldats. Ils n'ont plus qu'une obsession, réussir leur tir du premier coup. En approche, tir en position, demande autorisation d'ouverture du feu. Ouverture du feu autorisée. Allez, augmente la cadence. Allez, plus vite. Même si le gendarme ne touche pas sa cible à chaque tir, l'enjeu reste atteint. Faire peur à l'adversaire et l'immobiliser. Bateau feu, changement de chargeur. Sûreté mise sur l'arme. Il faut savoir qu'un tir embarqué, c'est un tir de saturation. Il est difficile d'être précis en fait sur des cibles lointaines en mouvement, en plus d'avoir la contrainte d'avoir l'hélico qui bouge. Donc pour être précis d'un hélicoptère, c'est très compliqué. Donc ce qu'il faut, c'est saturer l'adversaire pour l'emmener déjà à pas utiliser ses armes et à se cacher. Ce qui nous permettra à nous de faire une avancée à pied ou par un moyen de locomotion autre, quoi, que ce soit la voiture ou en pirogue, en bateau, etc. Dans ce genre d'exercice, le pilote joue un des rôles le plus importants. Il doit à la fois éviter les tirs ennemis et stabiliser au mieux son engin pour permettre au tireur d'être le plus précis possible. Pour vous, le pilote, quel est le plus important dans ce genre d'exercice? L'important, c'est de tenir des paramètres propres pour que le tireur puisse réellement prendre conscience de ses difficultés et s'habituer à tirer depuis la machine. Donc si on a des paramètres propres, il va pouvoir mieux ajuster son tir. Vous avez déjà fait de vraies missions comme ceci? Oui, tout à fait. On a fait des engagements opérationnels, donc c'est des missions très sensibles, parce qu'on est dans comme la légitime défense d'autrui. Donc il faut vraiment être sûr de son coup et il faut avoir des équipages rodés et bien évidemment un tireur sûr de son tir. Feu! Si le GPI s'entraîne régulièrement, c'est que ses interventions sont constantes dans cette île du bout du monde, et souvent violentes. Ok, 20 tirs. Arme à la sûreté. La Nouvelle-Calédonie, un paradis terrestre perdu en plein océan Pacifique. Situé à 17 000 km de Paris, ce territoire a un statut d'autonomie par rapport à la France. Ici se côtoient diverses populations. Les Kanaks, le peuple originel, les Caldoches, des descendants d'Européens, et une dizaine d'autres nationalités venues habiter l'île au fil des siècles.
Pour protéger les 270 000 habitants de ce bout du monde, les forces de l'ordre sont sur le qui-vive. Un flashball, super pro, ça c'est efficace. Car entre trafic de drogue et délinquance juvénile, le quotidien en Nouvelle-Calédonie n'est pas de tout repos. C'est la police là, chaud, t'es tranquille hein. Bouteille de pastis pure. Donc ouais, là l'alcool c'est même plus qu'un fléau là, c'est très problématique. Pendant des semaines, nous avons suivi le quotidien des gendarmes d'élite, le GPI, le groupe de peloton d'intervention, mais aussi des policiers de la BAC, la brigade anticriminalité. Comment il a réussi à rentrer? Mais parce qu'ils ont forcé la porte. Immersion dans une île sous haute tension. À la caserne de Nouméa, c'est le branle-bas de combat. Le GPI prépare une mission de grande envergure. Ce soir, ils vont tenter d'arrêter 2 hommes accusés d'avoir voulu tuer un gendarme en lui roulant dessus. Les individus sont soupçonnés d'être très dangereux. Qu'est-ce que vous emportez? On emporte le matériel d'intervention. Matériel d'intervention, gilet lourd, pare-balles lourd, casque lourd, matériel, grenades, tout notre équipement. On doit être capable de faire face à toutes les situations. Les 2 suspects habitent le village de Kanala. Situé à 2 heures de route de Nouméa, cette région est très rurale et très difficile d'accès. Le village de Kanala, donc en fait, qui est situé sur la côte est de la Nouvelle-Calédonie, au milieu de l'île à peu près. Hein. Donc il y a 2h30 de route, 3 heures. Et en fait, autour de ce village, il y a plusieurs tribus de Kanak. Et donc en fait, on agit afin d'interpeller 2 individus qui sont soupçonnés d'avoir fait une tentative d'homicide sur gendarme mobile, ici à côté de Nouméa, à Boulari exactement. Les hommes de la caserne vont maintenant rejoindre ce village perdu. Mais pas question de faire partir toutes les équipes en même temps. Vous partez pas ensemble là? Alors voilà, on part en décalé. C'est en fait une technique pour pas arriver en force en fait, sur le lieu d'emploi. Donc là en fait on va arriver sur la brigade territoriale de Kanala. Et si en fait on arrivait trop en force, ça montrait aux tribus avoisinantes qu'une intervention ou une opération se projetait le lendemain, quoi. Donc c'est une technique pour pas trop réveiller les soupçons de l'adversaire et des tribus, quoi. Si les gendarmes sont sur leur garde, c'est qu'ils savent que ce genre d'intervention peut rapidement mal tourner. Là, il y a pas mal d'impact. Et oui, parce que les véhicules ont bien vécu, hein. Mais ils sont solides, hein, puisque c'est des véhicules blindés, on les protégeait à l'intérieur. Ça veut dire qu'on vous tire dessus? Il peut arriver qu'on nous tire dessus, oui, ça peut arriver, C'est quand même pas commun de tirer sur des gendarmes. Non, c'est sûr, c'est pas commun, mais ça fait partie du métier. C'est un risque qu'on prend tous en tant que gendarme. Les risques du métier, ce capitaine les connaît bien. Gendarme depuis 5 ans, il est arrivé en Nouvelle-Calédonie il y a 3 ans. Ici, il a découvert une nouvelle façon d'appréhender sa profession. Je voulais partir outre-mer, on m'a donné cette possibilité. Et alors moi je suis très heureux d'être ici. C'est vrai que c'est un peu une terre d'aventure ici, donc moi j'ai signé tout de suite. Hein, voilà. Le milieu en fait change par rapport à la métropole, parce qu'il est très rural, avec beaucoup de brousse. Il faut s'adapter aussi au mode de vie des gens, aux tribus, voilà, ça change complètement la métropole, complètement. Pour rejoindre le village de Kanala, les forces de gendarmerie vont s'enfoncer dans les terres calédoniennes. Loin de la capitale, il faut rester vigilant. La violence peut venir de n'importe où. Ces individus-là sont, on va dire, incontrôlables, donc on ne sait pas ce qu'ils sont capables de faire. Donc il peut utiliser des armes à feu, des armes blanches. Il peut se rendre forcené, c'est-à-dire qu'il se barricade chez lui et en utilisant des armes. Donc il faut se préparer à tout. Le capitaine et ses collègues sont attendus dans la gendarmerie de Kanala pour un briefing. On arrive à la brigade. L'occasion de rappeler les raisons de l'intervention de ce soir, la tentative d'homicide sur l'un des leurs, une affaire qui avait marqué les esprits. Je rappelle les faits qui se sont déroulés il y a 1 mois et demi de ça à Boulari, sur un flagrant délit de vol de scooter
une patrouille de GM arrive sur le site et met en fuite le voleur. Et suite à ça, un véhicule arrive par derrière eux et les percute et roule notamment sur un GM et percute l'autre au niveau de la jambe. Je demande à tous le plus de précautions sur l'intervention de ces deux individus. Je rappelle les conditions d'usage des armes, donc légitime défense et ainsi que l'état de nécessité. Intervenir dans un village kanak, une mission délicate pour les forces de l'ordre. Car dans ces clans, tout le monde s'entraide et les suspects sont souvent protégés. C'est un monde tribal, tout le monde se connaît, tout le monde s'aide et s'entraide. Et les forces de l'ordre ne sont pas forcément la bienvenue dans ces milieux-là, c'est pas forcément évident. Donc notre approche, on peut être bruyant et ils peuvent nous attendre au moment où on arrive. Ce sont tous des faits qui, si jamais ils sont armés, peuvent nous contraindre à réagir différemment, quoi. Et c'est un autre schéma qu'il faudra mettre en place en cours d'action si jamais toutefois ça devait arriver, quoi. Tous les hommes du GPI enfilent une cagoule, un accessoire indispensable pour rester incognito. C'est systématique la cagoule? Les unités d'intervention spécialisées sont protégées par l'anonymat, c'est une loi française. Donc voilà, c'est pour la sécurité de nous-mêmes, de l'unité et de nos familles. Pour ce genre d'opération, vous êtes gendarme? Oui, c'est ça. On est là pour ça, tout à fait. Il y a un certain plaisir à faire ce travail. Moi, ce que j'aime, c'est l'action. Donc là, on se retrouve typiquement dans une situation où il y a des difficultés tactiques. Donc c'est ça que je recherche. Et voilà, c'est toujours intéressant. Nous, on monte dans lequel, là? C'est quoi celui-là? C'est 14-13 celui-là. Bon, on monte dans le 14-13 pour l'assaut. Il est 23 h, la nuit est dans un noir profond. C'est dans ces conditions extrêmes que vont intervenir les gendarmes. Dans l'obscurité, difficile de repérer le danger. Qu'est-ce que vous redoutez le plus là, ce soir? La réaction de l'adversaire, hein, clairement. Capable de tout, hein, puisque capable de rouler sur un gendarme mobile. Alors. Vous savez, ici, les gendarmes, ils se font tirer dessus, en permanence. Hein, c'est dû à quoi? C'est historique? C'est historique, je pense. Ça fait 30 ans que ça dure, il y a 30 ans, et c'est passé les malheureux événements qu'on a connus. Hein. Et depuis, il y a quand même une partie de la population qui a été élevée. C'est impressionnant, d'ailleurs. Les événements dont parlent les gendarmes, c'est la prise d'otage d'Ouvéa en 1988. Après des années de conflits entre indépendantistes et loyalistes, la tension est à son comble lors des élections régionales de 1988. Des dissidents du FLNKS tuent 4 gendarmes et en prennent 17 autres en otage. Après 14 jours de siège, l'assaut est donné. 19 preneurs d'otages indépendantistes et 2 militaires sont tués. Un dénouement tragique qui attise les tensions depuis près de 30 ans entre gendarmes et population locale. Les gendarmes viennent d'arriver à l'entrée du village. 2 équipes vont se séparer, avec chacune un suspect à arrêter. Objectif, moins d'1 minute. Le plus discrètement possible, les hommes descendent des véhicules. Ils doivent garder l'effet de surprise pour appréhender leur suspect. Progression. Les hommes avancent dans la pénombre, un atout à ce moment de l'intervention. Nous devons éteindre la lumière de notre caméra, une seule lueur, et l'opération pourrait échouer. Top action. On pousse top action. L'assaut vient d'être lancé. Le suspect se cacherait dans cette maison. Sa famille est à table, mais ne semble pas vouloir coopérer avec les forces de l'ordre. Il n'est pas là. Il s'est sauvé, il n'est pas là. Restez sur le banc. Les hommes du GPI vont fouiller toute la maison et même les dépendances alentours. Mais aucune trace du suspect. Maison numéro 2, Claire. Attends, il n'est pas là. Au fond du jardin, une femme accepte de leur parler. C'est une voisine qui les informe que l'homme qu'ils recherchent a quitté la région depuis quelques jours déjà. Si cette équipe de gendarmes a fait chou blanc, le capitaine va tout de même recevoir une bonne nouvelle par téléphone. L'autre cible a été appréhendée. Oui, hello. Ah, super. Ok. Donc en fait, sur la deuxième opération, donc ils ont interpellé l'individu.
De retour à la gendarmerie, l'un des suspects est effectivement menotté pour être placé en garde à vue. La target principale, hein, c'est quand même une satisfaction pour nous. Les gendarmes restent optimistes, ils gardent espoir de retrouver son acolyte. Il nous manque un adversaire. Après bon, on a attrapé le principal, on aura l'autre une prochaine fois. Quartier de Kowekara, en périphérie du centre-ville de Nouméa. Ici, c'est le repère des trafics en tout genre. La BAC vient régulièrement patrouiller dans ce secteur, car les deals y sont fréquents. Tu vois les gars, les réfléchissants là-bas aussi. Ça, c'est ceux qui se livrent à la vente à la sauvette. Tout ça, c'est des vendeurs d'alcool. Et ils sont là tous les soirs. Hein. T'as même du cannabis qui passe par là. Voilà, tu vois, il y a du monde. Hein. À compter de midi, le vendredi, interdiction de vente d'alcool dans le commerce. Du coup, ici, ils l'achètent au noir. Car à Nouméa, interdiction de vendre de l'alcool le week-end. Une mesure prise par les autorités afin de lutter contre l'alcoolisation massive d'une partie des habitants. Un fléau qui s'ajoute à une consommation importante de drogues en tout genre. Ah, ici, t'as tous les vices. Tout ce qui est illégal, là, au niveau de l'alcool, le cannabis, et puis bon, ben, les gens, ils viennent acheter alors qu'ils sont déjà pris de boissons, hein, mais ça ne les empêche pas. Ah, c'est que des squats, des cabanes, quoi. Que des cabanes. La BAC vient d'ailleurs de repérer un homme qui ne se cache même pas de boire de l'alcool en pleine rue. Interdiction de boire la bière ici. Oui, bonjour. Interdiction de boire la bière ici. Allez, on descend. Alors qu'ils descendent de leur véhicule, les policiers ont le temps de voir que l'homme tente de cacher un paquet dans l'obscurité. Une enveloppe remplie de drogue. 803 lui là. Bouge pas. L'homme est tout de suite interpellé. Oui, oui. T'as pas acheté que de la bière. T'as balancé ça aussi. Et ça, c'est pas de la bière. T'es d'accord avec moi? C'est pas de la bière, ça. C'est ce que t'as jeté quand on est arrivé. C'est pas pour rien qu'on t'attrape. En fait, on l'a appris parce qu'il avait du cannabis et puis il nous a tout de suite capté, tu vois. Il s'est débarrassé du cannabis, quoi. Moi aussi, c'est souvent ça ici. Pour consommation d'alcool sur la voie publique et détention de cannabis, l'homme passera la nuit en cellule dans l'attente de son jugement. Un profil de délinquant que les policiers ont l'habitude de rencontrer à Nouméa. Si les Kanaks et les Caldoches sont majoritaires, une dizaine d'autres peuples habitent l'île. Là, vous démarrez, là? Vous démarrez là? Ouais. On part en patrouille, là, on sort. Et la police de Nouméa est représentative de ce melting pot culturel. Ricardo est d'origine wallaisienne et Stéphane, européenne. Il y a toutes les ethnies, en fait. On est, entre guillemets, on est représentatif de la Calédonie. Vous voyez, on a des Européens, des Wallisiens, des Futuniens, des Mélanésiens, des Javanais, des Tahitiens, etc. Quoi. Vous êtes européen? Moi, je suis un enfant du pays, on va dire. Moi, je suis né ici, mes grands-parents, leurs parents, depuis le début, quoi. Ces origines différentes sont un véritable atout au sein de la police. Le dialogue pouvant être parfois plus compliqué entre différentes ethnies, les policiers se transmettent les affaires en fonction de leur propre origine pour faciliter le dialogue. Chez nous, on va dire qu'il y a toujours le respect, en fin de compte. Si on se respecte, ça marche bien. À partir du moment où il y en a un qui ne respecte pas l'autre, des fois, on va dire que ça dégénère, mais c'est pour ça que plusieurs ethnies au sein de la police, c'est important. Parce que quand on a des fois, ça ne marche pas, un Européen qui n'arrive pas à communiquer avec un Malaisien, un Wallisien, voilà, celui de la même ethnie prend le relais et souvent les choses s'arrangent. BAC 152 à l'écoute. Je viens juste d'avoir un appel du centre-ville là. Il y aurait eu 2 engins qui auraient été volés. 5 minutes. Un appel radio vient d'alerter les 2 policiers de la BAC. Un vol de scooter vient d'avoir lieu dans une cour au fond de cette rue. Qu'est-ce qui s'est passé en fait exactement? Vous êtes arrivé avec les boosters, c'est ça? Non, on était en haut. On a entendu du bruit. On a regardé, on a vu le scooter qui était sur le trottoir d'en face.
Donc on est descendu pour essayer de les récupérer. On avait les motos qui étaient le scooter était en face? Il était ici. D'accord. Dans le parking. Voilà, avec les deux motos. D'accord. La moto, on l'a retrouvée en plein milieu de l'allée. Et le scooter, on l'a retrouvé. Enfin, les jeunes, ils étaient en train de le piquer de l'autre côté. Quoi. Ah, vous avez vu les jeunes là? On a vu des gens. Aperçus. Pour moi, ils sont jeunes. Oui, non, mais et puis, vous les avez vus mettre dans une voiture ou... Non, le temps qu'on descende, après, ils sont passés, ils ont tourné le coin et on n'a pas vu du tout. Les témoins du vol n'ont pas plus de renseignements à fournir. Les policiers vont donc fouiller le secteur pour tenter de retrouver le ou les voleurs. Vous êtes à la recherche de quoi? On va essayer de regarder s'ils n'ont pas, si les gars, les auteurs du vol là, des deux boosters ne les auraient pas cachés par là, dans des endroits, là par exemple où il y a le mec sous qui sort là, parce que là il y a une entrée là. C'est bizarre que aussitôt qu'il soit descendu là, la victime l'a plus revu les gars quoi. Bonsoir. C'est la police. Vous habitez où? Vous habitez là? Ces deux hommes semblent avoir un comportement suspect. L'un des deux correspond au signalement des riverains. Alors que tous les magasins sont fermés et qu'il fait très sombre, il erre dans cette rue. Les policiers ont un doute. Tu fais quoi ici? Non, je cherche mon sac. Ton sac, il a été volé? Ah. Où? C'est volé, je crois. Le mec a volé. Ah, à côté du magasin là? Ah, je sais pas. Le mec a volé mon sac. À côté du magasin là? L'explication de cet homme est plutôt vaseuse. Il semble vouloir cacher une partie de la vérité. Alors, pour en avoir le cœur net, Ricardo décide d'aller jeter un coup d'œil dans l'impasse devant laquelle les deux hommes faisaient le pied de grue. Et très vite, il tombe sur le scooter volé. Oh là, le booster. Il est là. Booster volé. Deux, vous allez vous mettre là? Mettez-vous là, là. Donc c'est simple, hein. On va pas pinailler. Ok les gars? Tu sais ce que t'as fait? Ok? J'ai fait quoi? Hé chef, tu vas arrêter tout de suite, tu m'as bien repris. C'est pas un viol, c'est pas un meurtre. Non, mais voilà, me dis pas des conneries, ok? Tu m'as bien repris. Joue pas au con, moi t'as repris. Les doutes des policiers se renforcent. Ils sont persuadés d'avoir en face d'eux le voleur de scooter. Vous faites quoi ici alors? Non, on mange. Non, chef. Tu sais pourquoi on est ici? Écoute bien, c'est simple. Mais l'homme nie, et tout d'un coup, il prend la fuite. Putain! Fais chier! Les deux policiers tentent de courser l'homme. Ricardo décide de prendre la voiture pour l'arrêter à rebrousse-chemin. Mais un petit détail va l'en empêcher. Merde, les clés, les bras avec! Ricardo n'a pas d'autre choix que d'espérer que son collègue rattrape le voleur. En attendant, il tente de découvrir son identité en interrogeant l'homme qui l'accompagnait. Il était avec qui, lui? Lui, là? Ouais. Je l'ai croisé au flex, j'étais au flex. Non, là. Il était tout seul, et moi il m'a dit qu'il voulait chercher son sac au marché. T'as poussé avec lui le booster? J'ai rien poussé, les caméras elles sont là, vous pouvez voir tout ce que vous voulez, j'ai rien poussé. Il était pas tout seul lui là. Alors que des équipes viennent d'arriver en renfort pour emporter le scooter comme preuve, Ricardo reçoit une bonne nouvelle. Le fuyard a été stoppé. C'est l'eau, Fano. Ils attendent là-bas? Oui, c'est là-bas. Tape là. L'adresse à côté, c'est quoi? Bien. Oh. Hein? Alors? Tu disais quoi tout à l'heure? Hein? Oh! Hé, lève-toi. Lève-toi, Hein? T'es fort pour voler les boosters? Les cyclos? Lève-toi. C'est moi. Hein? Hein? Oui, c'est toi. C'est toi. L'homme est interpellé et embarqué au commissariat. Alors que les hommes de la BAC pensaient le suivre pour remplir leur rapport, une autre équipe de policiers les appelle en renfort pour une nouvelle intervention. Ouais, j'ai retrouvé le véhicule avec... Oui, non, mais les riverains excédés, là, ils tiennent à disposition les jeunes. Oui, ils tiennent à disposition un seul jeune. Ouais, mais on va aller quand même, parce qu'il est capable de prendre la... Ok. On va se faire insérer. Là, c'est quoi exactement qui se passe? En fait, hier soir, il y a eu 2 véhicules qui ont été volés chez le concessionnaire Renault. Il y en a un seul qui a été abandonné, accidenté dans une des rues, là, située au-dessus chez le concessionnaire. Et le deuxième véhicule, donc non immatriculé, apparemment, il était en train de faire des excentricités dans le secteur, là. Et les riverains, un peu excédés, là, par le bruit, ils sont descendus à plusieurs et ils ont arrêté le véhicule et ils ont, entre guillemets, interpellé son conducteur, quoi.
C'est cette voiture bleue, sans plaque d'immatriculation, qui a été volée et asservie pour le rodéo. L'un des jeunes conducteurs est déjà menotté, recroquevillé dans ce camion de police. Il y a eu le bon réflexe déjà, madame. Ouais, c'est très bien. Il n'y en a pas beaucoup de citoyens comme vous qui Faites ça. C'est cette femme qui a stoppé ces jeunes. Elle a garé son 4x4 en travers de la route pour les empêcher de fuir. Un geste motivé par son ras-le-bol de la délinquance juvénile. Disons qu'à 10h30, j'étais là-bas en train d'attendre mon fils qui rentrait. Et quand je suis arrivée, voilà, j'ai vu les jeunes qui sont rentrés. On a vu, quand on s'est rapproché, qu'il n'y avait pas de plaque d'immatriculation derrière. Donc on a compris que c'était une voiture volée. Vu qu'on a l'habitude, c'est fréquent ici, de trouver des voitures volées ou incendiées dans notre parking. Donc là, moi, je me sens plus en sécurité. Mon voisin, là, il a eu 3 véhicules déjà de volés. Comment faire quand on prend des gosses de 13 ans, 14 ans comme ça, là, qui ont volé des voitures, qui dégradent nos écoles, on fait quoi? Nous ici, dans nos bâtiments, on se fait agresser. Moi-même, j'ai été agressée. Vous trouvez ça normal, vous? Le jeune mineur écopera d'un simple rappel à la loi. Mais pas le temps pour la BAC de ramener ce délinquant au commissariat. Ils doivent repartir au plus vite en mission, cette fois pour un cambriolage. C'est 988, reprise d'écoute, bac 152, on se dirige au secteur sud là. Des habitants viennent de surprendre le voleur en plein méfait. Mais il a eu le temps de fuir. On va aller prendre les renseignements là, pour savoir quelle direction il a pris. Apparemment, il a enjambé une balustrade pour pouvoir prendre la fuite à travers le quartier sud, là, à travers d'autres habitations. Donc on va voir ce qu'il en est. Les policiers interviennent dans un quartier résidentiel plutôt cossu, chez un couple qui rentrait tout juste d'une soirée, avant d'avoir la mauvaise surprise de retrouver leur porte fracturée. Comment il a réussi à rentrer? Mais parce qu'ils ont forcé la porte. Monsieur, attention, touchez à rien parce que si on doit faire des relevés d'empreintes. Je vais te baiser, si quelqu'un, je le tue, je vous le dis. Il a raison, le monsieur. Ils ont forcé, ça c'est les portes que tu forces avec un tournevis, tu lèves. Les policiers vont tenter de retrouver l'homme dans les alentours de la maison. Sans succès, il a disparu. Ça donne rien de notre côté. A priori, il y a très peu de chances qu'il soit encore ici. Non mais il doit pas être là, Nado, parce que... S'il avait été dans cette maison là, ça fait longtemps qu'on serait tombé sur lui. Hein. Le cambrioleur ne semble pas n'avoir fait qu'une seule victime. Quelques mètres plus loin, une voisine interpelle les forces de l'ordre. Elle a vu l'homme rentrer chez elle. On habite au rez-de-jardin. Hein. Mon mari était là, il y a la lumière. D'accord. Mon mari, il était dans le canapé. Oui. Moi, je vais dans ma cuisine. Ils ont ouvert la fenêtre de mon rez-de-jardin. D'accord. Et je vois un mec dans ma cuisine. Là, il n'y a même pas un quart d'heure. Et j'ai hurlé. D'abord, j'ai réveillé même les voisins. Parce que le mec était dans ma cuisine. Heureusement que la lumière est allumée. Mon mari est parti comme un fou. Et le voisin l'a vu aussi courir. Et on va encore avoir des soucis ici. Finalement, les policiers ne retrouveront pas le voleur de la soirée. Mais le lendemain, ils doivent réintervenir dans ce quartier. De nouveaux cambriolages viennent d'avoir lieu. Et donc voilà, quand ils m'ont entendu, ils sont passés par là. Vous voyez, ils ont dû courir par là ou je sais pas, parce que bon, c'est quand même haut quoi. Malgré les hautes barrières de sécurité, la maison de cette femme a été en partie vidée. C'est son retour inopiné qui a fait fuir les voleurs. Dans la panique, ils ont même laissé tomber la télévision, trop lourde pour courir. Mais ils ont réussi à garder les bijoux. Oui, ils ont tout fouillé, donc ils ont eu du temps. Je suis partie à 11h, je suis revenue, il était 1h30. Donc ils m'ont pris mes bagues, ils m'ont pris... j'ai une petite boîte à bijoux grise, je suis en train de percuter qu'elle n'est plus là. Dans sa chambre, la femme découvre que plusieurs ordinateurs ont aussi disparu. Ouais, des mini iPads, oui, il y en a 3. Vous savez, on est tellement habitués à entendre tout ça et cette violence et cette jeunesse qui traîne que... À la limite, je sais même pas quoi dire, quoi. C'est tellement d'une habitude, je veux dire, que ce soit moi, demain ce sera le voisin, que... Maintenant, je crois qu'on est blasé, en fait. On est blasé. Les cambriolages sont donc malheureusement devenus le quotidien des Calédoniens. Et parfois, certains de ces vols peuvent finir de façon tragique. Nous sommes au commissariat de Nouméa. Ces 2 hommes menottés viennent d'être appréhendés après une série de cambriolages. Dans sa fuite, l'un des 2 a poignardé un policier. L'ambiance est extrêmement tendue.
Attends, monsieur, vous devez sortir, s'il vous plaît. Mais non, mais j'ai l'autorisation, monsieur. Je m'en fous, c'est moi le chef de poste. Vous restez dehors pour le moment. Dans les locaux de la police, notre présence n'est plus tolérée. Les hommes sont à cran. L'un des leurs a été gravement touché. On a quadrillé une zone de cambriolage en cours. Lors de la première intervention du service général, qui ont commencé à investir la maison qui avait été signalée comme volée, il y a un des auteurs qui est sorti précipitamment et qui a bondi sur un des fonctionnaires avec un couteau. Il a atteint sur le côté du gilet pare-balles. Par bonheur, on a réussi à récupérer les deux co-auteurs ainsi que l'arme qui a servi, c'est-à-dire un couteau avec une lame supérieure à 10 cm. Les interpellés sont un mineur et un majeur. C'est lui qui est accusé d'avoir poignardé le policier. Il est déjà connu des services de police, considéré comme dangereux. Il est donc escorté de près jusqu'à sa cellule avant d'être minutieusement fouillé. C'est important là, qu'il n'y ait rien, qu'il n'y ait pas d'incident. C'est très important, vu ce qu'il a fait, donc on s'assure vraiment qu'il n'y ait rien sur lui. Vraiment rien sur lui. Notamment ce genre d'individu, il faut être très minutieux. L'homme risque gros. Son acte de violence sur un policier est sévèrement puni par la loi. Et personne ne compte le laisser s'en tirer à bon compte. Le commissariat est touché là? Pas toujours. Quand c'est l'un des nôtres qui est victime comme ça, bien sûr. Ça aurait pu être n'importe lequel d'entre nous, ça aurait pu être un civil, un citoyen. Ça aurait pu être les victimes qui rentraient chez elles, ça aurait pu être n'importe qui. C'est ça le problème. Une OPJ, officier de police judiciaire, va maintenant étudier le dossier du jeune homme. Et cas aggravant pour lui, il a déjà été plusieurs fois condamné. C'est un individu qu'on connaît bien pour l'avoir interpellé plusieurs fois. Ouais. Voilà, pour des cambriolages, pour ce genre de choses. Il est à l'origine de l'incendie d'un mur d'escalade qui a fait polémique parce qu'il a été entièrement détruit. Mais là, comme ça, en plein jour, un cambriolage et il a une arme sur lui et il donne un coup de couteau au collègue, oui, ça c'est la première fois. Avec le déroulé de l'enquête, on verra ce qui lui est passé par la tête. Dans les couloirs du commissariat, le personnel reste choqué, comme ce jeune adjoint de sécurité. Il a assisté à l'agression de son collègue. Et là, qu'est-ce que vous ressentez? Un peu de frustration puisqu'on n'a pas pu éviter ça. Le policier blessé a été transféré à l'hôpital et les nouvelles ne sont pas bonnes. L'ambiance est morose. Hein. On a un collègue qui a un pneumothorax, qui est hospitalisé, qui aurait pu mourir en fait. Hein. Quelques centimètres près, le couteau aurait pu sectionner une artère, quoi. Ce couteau, le voici. Seule sa photographie est disponible, car l'arme est pour le moment analysée par la police scientifique afin d'y relever des empreintes. Le t-shirt que portait le policier poignardé laisse deviner la violence de l'agression. C'est par là, tu vois, là. Ouais. Il y a une espèce de tache. Ouais, ça c'est du sang tout ça. Ouais, qui a coulé, ça doit partir de là. Ça a vraiment pris là, sur le côté. Là. Ouais, c'est là. Le policier blessé a vraiment joué de malchance. Il est gelé par rapport au coup qui a été porté sur le côté. C'est justement là où le gilet ne protège pas. Dans une salle d'interrogatoire, ce mineur, complice du cambriolage, est auditionné. Jeune homme, bonjour. Vous êtes en garde à vue pour vol avec violence. Ok? Ça va bien se passer? Vous allez le menotter, vous allez mettre mes menottes à la place. Cet adolescent d'à peine 15 ans a été découvert au dernier moment par les policiers, caché dans un placard. Le premier auteur qui a été interpellé donc, sur place, il nous disait qu'il était avec une autre personne. Il ne nous a pas donné de point de départ ou de description, donc on a décidé avec les collègues de fouiller l'intérieur des lieux, ce qu'on fait habituellement. Et c'est en fouillant après un dispositif avec deux autres collègues qu'on a trouvé dans une pièce à l'extérieur de la maison le second individu qui était planqué dans un placard en fait. L'adolescent a beau être très jeune, il n'en est pas à son coup d'essai. Des vols, il en commet régulièrement et ne s'en cache même plus. Arrivé quand sur Nouméa? Ce matin. En bus? Pour voler? Voilà. Ah si, pour voler? Oui, pour voler. Oui, pour voler, ouais. Descendez exprès pour voler. C'est merveilleux.
Et ouais, le problème, c'est que ça finit mal. Voilà. Les policiers vont maintenant lister les objets volés par les deux compères. Dans un sac, ils avaient récolté des téléphones, des tablettes numériques et même un pistolet d'alarme. Il est là. Oui, en fait, il l'a lâché. Quand il s'en fait surprendre, il l'a lâché. Voilà. Le sac, il est là. Ce sac en tissu était placé sur le réfrigérateur. Et dans le sac en tissu, on trouve les deux tablettes qui étaient en charge dans la cuisine et de l'argent liquide qu'ils ont ramassé un peu partout dans la maison. Dans les poches des voleurs, les policiers ont aussi retrouvé beaucoup d'argent. Vraiment, il y a un paquet. Hein. Ouais, il y a 1000 euros. 1000 euros et il y a... et après, vraiment, en tout, il y a 750 000 balles à peu près. 750 000 francs pacifiques, soit environ 6 300 €. Un bas de laine que les propriétaires avaient économisé. Tu voulais voler quoi? Ouais. L'adolescent continue à avouer sans problème ses méfaits. Ok, donc tu trouves la tablette en bas, dans la cuisine, et tu m'as dit que tu en avais trouvé d'autres? Oui. T'as pris quoi d'autre? Une tablette Sony. T'es sûr que c'est une tablette? Oui. Sony? T'as eu le temps de regarder la marque, toi? Oui. Et lui, il est complice également du vol. Après, c'est pas lui qui a porté les coups de couteau. Donc là, c'est le parquet qui va juger. Mais je pense que vu ce qu'il me dit, qu'il a le bon pédigré déjà qui est au-dessus de sa tête. Dans l'autre salle d'interrogatoire du commissariat, le deuxième voleur est lui aussi auditionné. C'est lui qui a porté le coup de couteau aux policiers. Les forces de l'ordre cherchent maintenant à savoir s'il s'agissait d'un acte prémédité ou d'un accident lié à la peur. Pour prendre la fuite, est-ce que tu étais prêt à tout? C'est-à-dire, soit blesser gravement le policier qui tentait de t'interpeller, voire même peut-être le tuer. Le tuer, parce que vu la zone où tu l'as piqué, c'est très très proche du cœur. Est-ce que tu étais prêt à tout pour t'enfuir? Ben ouais, là, il m'a mis à terre comme j'ai dit. Je le lève, je pique et je cours. Donc ton intention, c'était pas tellement de faire peur quand tu l'as ouvert ton couteau? Ben si, parce que quand je me suis levé, j'ai bien fait montrer le couteau comme ça. Mais lui, il s'est pas mis, enfin, il s'est pas reculé. Il s'est pas poussé. Ah, voilà. C'est quand le couteau il est rentré, sur lui. Là, t'as senti que ça rentrait? Ouais, j'ai senti que c'est rentré, que je l'ai eu, quoi. Ouais. Et là, après, là, j'ai tiré carrément. Ouais, je savais que j'allais ramasser carrément. Je voulais pas le tuer, le mec. D'accord. Je suis pas un meurtrier quand même. Le jeune homme avoue être coupable de l'agression du policier et des vols commis aujourd'hui. Les policiers décident d'aller perquisitionner son domicile afin de savoir s'il possède d'autres objets volés. Bah oui, on va faire attention parce que comme on sait que c'est quelqu'un qui est assez, il est imprévisible. Il peut faire une crise. Il nous a déjà fait des tas du cinéma aussi, mais il est imprévisible. Direction un quartier résidentiel de la banlieue de Nouméa. C'est où ta porte principale? Où ta chambre? Le voleur habite chez sa grand-mère et dans sa chambre, les policiers vont très vite découvrir des objets hi-fi. Non mais c'est à qui? C'est à toi, tu as acheté où? Ah, c'est volé aussi. C'est volé. Et dans un autre sac, 2 appareils photo, eux aussi volés. Donc là, on a fini la perquisition chez toi. Tu vas juste, en repartant, tu vas montrer où tu as volé ce qu'on a trouvé. Comme ça, on saura, pour faire les recherches après, pour retrouver la plainte, on saura. Au commissariat, les premières victimes des vols de la journée viennent d'arriver. Comme cette femme qui a eu la peur de sa vie. J'étais en train de faire la sieste et d'un seul coup, je me suis réveillée et j'ai vu 2 jambes, enfin quelqu'un debout à côté du lit, mais je n'ai vu que les jambes puisque j'étais couchée. J'ai cru que c'était ma fille qui était arrivée et je lui dis tiens, tu es là. Et à ce moment-là, j'ai vu que la silhouette s'en allait très vite et j'ai entendu dévaler les escaliers, donc j'ai suivi. Puis j'ai vu que la porte derrière était ouverte et que la personne s'était enfuie, donc j'ai compris que... Voilà.
Ça devient de plus en plus courant, les cambriolages avec les personnes à l'intérieur des maisons. Tout à fait, tout à fait. Ça se développe de plus en plus. Avant, en fait, ils préféraient les maisons fermées, mais ça fait bien 4-5 ans qu'en fait, si les gens sont dans une partie de la maison, ils visitent la seconde, même si les gens sont réveillés. Et quand les gens dorment, pareil, ils rentrent même dans les pièces où les gens dorment. Sans problème. Hein. Là, il était en train de fouiller dans mes tables de nuit. Grâce à l'arrestation des 2 voleurs, cette femme va pouvoir récupérer ses biens. Les objets que je vais vous représenter, que je ne vous restitue pas pour l'instant, je voudrais juste vérifier que ça correspond bien à ce qui vous manque. D'accord? Alors, je vais vous demander par contre, si possible, de ne pas trop toucher pour l'instant. C'est ça. Sur mon iPad. Vous êtes content? Ah bah oui, parce que celui-là, c'est un nouveau, je l'ai acheté il y a 3 mois. Et... Parce qu'on dit souvent que qu'est-ce qu'ils font à la police, alors aujourd'hui. Ah là, bravo, hein. Ouais, bravo, efficacité et gentillesse en plus. Ah, c'est super quand les victimes peuvent récupérer leurs affaires, qu'on a les auteurs et que les victimes récupèrent les affaires, c'est ce qu'il y a de mieux. Allez, viens là. Allez, à droite. L'adolescent complice du cambriolage va être relâché. Il est mineur, son père a donc été appelé pour venir le chercher. Mis en examen, il sera convoqué devant le juge pour enfants dans quelques mois. Ça y est, monsieur, venez. Oui, ça y est, c'est fini, ouais. Qu'est-ce que vous allez lui dire à votre fils? Je vais le reprimander. Hein? Je vais le reprimander pour... Il a coutume des fois, ils vont astiquer un peu pour comprendre un peu. Voilà. Astiquer, ça veut dire quoi? Ça veut dire un peu de petits claques, petits trucs comme l'affaire, c'est grave, oui. Le lendemain, l'autre cambrioleur responsable du coup de couteau est déféré au parquet de Nouméa en vue d'une incarcération à la prison locale du camp Est. Je me suis asseyez-vous. Il est reçu par le juge des libertés qui décide de sa mise sous les verrous. Vous assumez les faits, vous reconnaissez les faits? Oui. D'accord. Vous n'avez rien de particulier à dire sur les faits? Non. Par rapport au policier, le coup de couteau que vous lui avez donné dans le thorax, qu'est-ce que vous pouvez me dire? Pourquoi vous avez fait ça? C'était vif aussi. C'était vif. Vous auriez pu le tuer, hein? Ouais, c'est ça. Pourquoi vous n'êtes pas rendu quand vous voyez que vous étiez cerné, il y avait des policiers dedans, dehors? Pourquoi cette violence, essayer de tout casser, plutôt bon, vous avez tenté, vous avez perdu, j'ai perdu, on arrête? Vous ne voulez pas aller au camp Est. Vous croyez qu'en réagissant comme ça, c'est la meilleure des solutions pour ne pas y aller? Sauver, pas qu'ils m'attrapent déjà. Vous croyez qu'en Nouvelle-Calédonie, on ne rattrape pas les gens? Non, c'est pas ça. Vous voulez aller où après? Partir à la nage en Australie? Non, on est sur une île. Hein. Tôt ou tard, on vous retrouve. Malheureusement, ça devient de plus en plus fréquent. Avant, les gens laissaient tout ouvert, les clés sur les voitures. Maintenant, non. Il y a un sentiment d'insécurité qu'il faut relativiser sur Nouméa, mais qui est bien réel par rapport à ce qui se passait il y a ne serait-ce que 5 ans quand je suis arrivé. Il y a de plus en plus de violence. Je trouve que la jeunesse est de moins en moins contrôlable par les autorités par les anciens en fait. Au niveau, je parle de la jeunesse kanak, parce que c'est essentiellement malheureusement celle-ci qui se retrouve dans les actes de délinquance. Alors il faut peut-être se poser la question pourquoi 90% voire plus de la population du camp Est est kanak. Il y a un malaise dans cette population qui est entre deux cultures, et c'est des jeunes totalement en perdition qui ne répondent plus aux autorités coutumières et qui ne répondent pas aux instances républicaines. Voilà. Finalement, ce jeune est incarcéré au camp Est dans l'attente de son jugement. Il semble enfin prendre conscience de la gravité de ses actes. Ça te fait quoi d'aller là-bas? Je suis déjà parti une fois, c'est la durée. Ça va pas être pareil. Tu penses que tu vas partir pour combien de temps? Des années. Pour cambriolage et tentative d'homicide volontaire sur un agent de la force publique, il sera finalement condamné à 2 ans de prison ferme et 3 ans avec sursis. Depuis des années, un fléau gangrène l'île, le trafic de drogue, une délinquance de plus en plus répandue chez les jeunes Calédoniens. Et bien là, on est à la brigade des stupes, donc on peut voir tout un tas de matos qui a été appréhendé là, dans les diverses procédures, donc beaucoup d'herbes, des scellés divers qui attendent leur destruction, quoi. Le cannabis est très banalisé, quoi. Chez les jeunes, hein, ça a une connotation de bio, enfin de ce qu'on veut, quoi. C'est une plante, donc dans leur esprit, c'est quelque chose entre guillemets d'inoffensif, quoi. Au commissariat de Nouméa, 5 policiers sont chargés des enquêtes de stupéfiants. Une mission délicate, car les dealers sont nombreux et très intégrés dans la population locale.
La difficulté, ça a trait au pays. En fait, ici, c'est très petit, notamment la ville. On a vécu ici, on vit ici depuis des années, donc on est identifié, on sait tout. Dès qu'on montre notre nez, les gens savent qui on est et tout. Donc voilà, pour rentrer dans un milieu, essayer d'avoir des tuyaux, dans des milieux fermés des fois. Donc là, c'est un peu chaud, quoi. Ce soir, les policiers calédoniens partent en mission dans un lieu typique du pays, les Nakamal. Des bars à ciel ouvert qui vendent la boisson locale, le kava, un extrait de poivrier sauvage, l'un des rendez-vous préférés des habitants de la région. En Nakamal, c'est un lieu où se consomme du kava, qui est l'extrait d'une plante endémique au Vanuatu. Donc il y a tout un tas de gens qui se donnent rendez-vous tous les soirs, qui se retrouvent là. Dans l'absolu, ça va, sauf que ben voilà, il y a toujours des gens qui profitent de ces endroits-là pour faire leur petit commerce, quoi. Sur place, une dizaine de clients sirotent du kava dans ce jardin. Ils sont encerclés par la police, sans moyen de fuir. Une méthode indispensable pour arrêter ceux qui auraient de la drogue. Comme on peut voir, il y a plein de clients. Donc on laisse faire le chien. On explique aux gens voilà, de ne pas mal réagir et tout ça, parce que le chien il est assez pointu, on va dire. Il ne faut pas le toucher et tout ça, donc il ne faut pas le perturber. Bonjour, on fait juste un petit contrôle. Ah oui. Hein? Ok. Non, 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 c'est pas ça. C'est un contrôle de prévention. Donc le chien il va passer, faut le laisser faire. Mais le contrôle ne se passe pas comme prévu. Le chien de la brigade canine est attaqué par les animaux des propriétaires. Attachez vos chiens! D'habitude, il est jamais attaché. Bon, attachez-les maintenant, hein. C'est juste pour le contrôle, madame. Il n'y a pas de souci, mais c'est pas la peine de nous parler comme ça quand même. C'est imprévu là, le chien, ouais. Là, c'est la première fois qu'on rencontre ce genre de problème, effectivement. D'habitude, il n'y a pas de chien. Mais là, comme fait exprès. Finalement, la propriétaire rentre ses chiens à l'abri. Le berger allemand des policiers peut mener son travail d'enquête. Mais il semble que certains consommateurs aient profité de l'altercation pour prendre la fuite. Ah, ça y est. Ça t'est trouvé où? Vous étiez où? Monsieur. Bah écoutez, moi... Vous connaissez le truc, hein? C'est pas grand-chose. Bah non. Évitez ce genre de truc, hein. Vous connaissez la loi, hein? D'accord. Ok. La détention, hein, garde à vue, etc. Ouais, bah, oui, je suis déjà passé par là, c'est pas... Bon alors. Ok. D'accord, d'accord, très bien. Donc avertissement sans frais pour cette fois, parce que c'est y a peanuts là. D'accord. Mais faites en sorte que ça ne se reproduise pas, quoi. Cet homme n'écopera que d'un simple rappel à la loi. Mais leur recherche ne s'arrête pas là. Ils décident d'aller explorer un cabanon à quelques mètres des Nakamal. Et à peine entré, le chien va tout de suite détecter l'odeur d'une enveloppe et d'une petite plante. Vous allez savoir si Karen, elle... C'est un petit pied qui a été coupé, mais là voilà. C'est le genre de truc qui peut s'échanger, effectivement. Mais cette trouvaille ne permet pas d'incriminer son propriétaire. La quantité de cannabis est beaucoup trop faible. Quand il y a trafic, on le voit rapidement. Déjà, les quantités sont déjà différentes. Après, il y a souvent du matériel qui sert à conditionner, ce genre de choses. Donc là, ce qui n'est pas le cas ici. Hein. Donc, bon, le mec, il avait sa petite enveloppe. Après, le trafic, souvent, oui, voilà, on peut tomber sur des gens qui ont des sachets où c'est déjà conditionné, où les cartons sont prêts à être embarqués pour être vendus, tout ça. Bon, ça peut arriver, ça dans des perquises qu'on le trouve. Les policiers ne se laissent pas abattre. Ils décident d'aller perquisitionner un deuxième Nakamal, connu pour être un repère de dealers. Et tout de suite, un indice les interpelle. Dans le bar, une odeur embaume toute la pièce. Ça sent bon. Et la découverte ne va pas se faire attendre. Enfin, genre de truc qu'on va trouver. Voilà. Des dizaines de sachets de drogue sont disséminés entre les chaises. Ah pareil, tu vois, c'est conditionné. Ça se vend à 5000 balles à peu près. Soit à peu près 40 €. Parmi les clients présents ce soir, les policiers viennent de repérer un homme qu'ils connaissent bien. Il a déjà été condamné plusieurs fois pour trafic de drogue. Et ce soir encore, une dose importante de cannabis a été retrouvée cachée près de sa table. Ah non, là, la fin. Oui, je sentais mon nez. Ce soir, cet homme a de la chance. Les policiers n'ont aucune preuve que la drogue retrouvée à côté de lui soit vraiment la sienne. Il est donc relâché. Après, il faut vraiment l'avoir vu balancer le truc, là, oui. Mais dès l'instant où on l'a pas vu faire,
il peut être assis à côté, c'est toujours après, il a toujours beau jeu de dire que c'est pas lui, quoi. En tout cas, on prend et puis ils sont emmerdés parce que là, on leur confisque. On repart avec leur matos et je suis sûr qu'ils doivent nous regarder, ils doivent pas être contents, quoi. Si ce soir, aucun dealer n'a été interpellé, pour les policiers, la mission a tout de même porté ses fruits. Ce nakamal ne devrait plus poser de problème durant les prochains mois. On est satisfait, d'autant que le tenancier du nakamal, il sait qu'on va revenir, et c'est toujours pareil. Donc on met la pression et bientôt on va le fermer. Voilà. Et le problème, c'est qu'ils iront ailleurs. Alors que là, on sait où ils sont. Mais l'endroit est sous surveillance et rentable en termes de résultats, j'ai envie de dire. La lutte contre le trafic de drogue, c'est donc l'une des missions prioritaires des policiers calédoniens. Et pour éradiquer ce fléau, tout est mis en œuvre, même les plus gros moyens. Nous sommes à Nouméa, dans le quartier Normandie. C'est ici que sont stationnés les hélicoptères d'une unité d'élite, la SAG, la section aérienne de gendarmerie. Leur objectif, survoler les zones sensibles et servir d'éclaireur pour les forces terrestres. Aujourd'hui, le capitaine Julien Bullock a reçu un nouvel ordre de mission, repérer des champs de culture de drogue. La mission aujourd'hui, c'est une recherche de plantation de cannabis et arrachage avec l'aide de l'hélicoptère. Et là, comment vous préparez votre hélicoptère? Je vois qu'il y a une plaque. On met un plancher balistique par balle, plus des gilets de protection en arrivant sur la brigade et au début de mission. On peut vous tirer dessus? C'est probable. L'hélicoptère que vous allez emprunter a déjà été la cible de plusieurs tirs. Les missions de la SAG, même de simple repérage, ne sont donc jamais anodines. Ici, ces hélicoptères sont des cibles faciles, un symbole des forces de gendarmerie. Alors quand ils partent en vol, les gendarmes restent toujours sur leur garde. Mec 60, Golf 91, l'hélico, on a décollé de Normandie, 4 packs à destination de Poney-Rouin pour mission de repérage et arrachage cannabis. Le capitaine Bullock est pilote au sein de la SAG de Nouméa depuis 16 mois. Formé à la brigade de Cazaux en Gironde, il est habitué aux zones escarpées et sauvages. Mais depuis son affectation en Nouvelle-Calédonie, il ne se lasse pas une seconde de cette terre paradisiaque. Il y a un particularisme en Nouvelle-Calédonie quand on est pilote hélicoptère? Oui, déjà parce qu'on a un très beau terrain de jeu. Le territoire est très vaste, assez peu habité. Il y a de la montagne, il y a de la mer, il y a un superbe lagon, deuxième plus grand lagon au monde. C'est quand même assez extraordinaire d'avoir un si beau territoire à survoler tous les jours. Et pourquoi vous avez voulu être pilote d'hélicoptère? Un rêve de gosse. Un rêve de gosse. Tout simplement. J'ai travaillé pour et ça s'est réalisé. Après une demi-heure de vol, l'hélicoptère vient d'arriver dans la région de Poindimié, une zone rurale parsemée de champs. Et très vite, les gendarmes aperçoivent des plants de cannabis, à peine dissimulés entre des arbres fruitiers. À 3 heures en bas là. C'était les bananiers. Là, il y a des pieds là. Là, c'est du cannabis. Il y a 50-60 pieds là, sans problème. Pas tout au pied du bananier, ça en est. Là, ils sont alignés les uns à côté des autres là. Là, t'as l'impression que c'est des petites bruyères ou des petits sapins. Et ça, on en trouve un petit peu partout comme ça. Donc, il n'y a que vous en fait qui peuvent les repérer? Bah, disons que il faut un certain temps, il faut éduquer son œil avec le temps. On sait déjà où les retrouver, parce qu'en général ils sont planqués à côté des bananiers, des points d'eau, près des points d'eau. Au de l'eau et du soleil pour que ça pousse. On récupère les coordonnées du champ, ce qui permet après aux enquêteurs de trouver le propriétaire de l'exploitation. Et on fait ça à chaque plantation. La culture du cannabis est très répandue en Nouvelle-Calédonie. Des trouvailles comme celle d'aujourd'hui, les forces de l'ordre en font toutes les semaines. Chaque année, des centaines de kilos de plants de cannabis sont arrachés sur l'île. Cette culture, elle est faite pour quoi? Pour être vendue, pour être consommée ici, pour... Alors Wailou est un des endroits où il y a le plus de culture de cannabis. On fait des journées où on ramasse plus de 1000 à 1500 pieds de cannabis. Et qui font presque 1,50 m, 2 m de haut. Donc ce n'est absolument pas pour la consommation personnelle, c'est vraiment destiné à la commercialisation. À peine l'atterrissage effectué, le capitaine Bullock va faire son rapport à ses collègues. Bonjour mon lieutenant. Bon capitaine, bonjour. Bonjour, ça va bien? Très bien. Bonjour chef. Sur une carte de l'île, il leur désigne le champ qui vient d'être découvert.
On commence par le petit champ. Une plantation qui va être détruite. Une fois par mois, les gendarmes de Nouméa organisent en effet des missions d'arrachage. Le chef d'escadron Jean-Louis Détain briefe ses équipes avant de passer à l'acte. Il y a le DSI qui projette un appui de façon à s'assurer qu'il n'y ait pas de population hostile autour de nous. La brigade mène son opération de constatation de la production et au besoin interpellation des personnes présentes. Dès que le chef vous donne le top, on procède à l'arrachage des plants de cannabis découverts. Plusieurs gendarmes mobiles sont réquisitionnés pour cette mission de destruction. Ils partent en voiture, escortés par l'hélicoptère qui les guidera. L'hélico va survoler la zone signalée. Ils vont repérer, savoir s'il y a du cannabis ou pas depuis l'hélicoptère. Et ils vont nous donner aussi l'ambiance, savoir s'il y a du monde ou pas dans le champ. Sur le chemin, l'hélicoptère découvre une autre cache suspecte. Les gendarmes décident d'intervenir. On va rester stationné là, on va y aller à pied. Les gendarmes sont obligés de finir le trajet à pied. Les plantations de cannabis se situent en plein milieu d'un jardin potager, perdu dans la végétation. C'est bon? Vous avez pris une photo déjà? Les plants d'herbe de cannabis sont rapidement repérés. Les gendarmes les photographient, une preuve pour la suite de l'enquête, avant de tout arracher à la main. Je t'ai dit que c'était sportif. C'est un champ de culture là? Oui, on est dans un champ de culture, c'est mélangé aux cultures, c'est sur les, on voit de l'igname, on voit du taro. Au beau milieu de leur champ, les propriétaires pensaient avoir bien dissimulé les pieds de drogue. On essaye de respecter par contre les cultures vivrières. Voilà, tout à fait. En général, la plupart ne sont pas contre qu'on arrache leur cannabis. Ils sont pris, ils sont d'accord. Par contre, ils veulent qu'on ne piétine pas les cultures vivrières. C'est bon? Ah, on sort du terrain. Les gendarmes viennent de récolter quelques kilos d'herbe. Après avoir dressé un procès-verbal, ils repartent en mission à la recherche de nouvelles plantations. L'hélicoptère de la SAG va maintenant les orienter vers le champ découvert quelques heures plus tôt, au bout de cette rivière. La zone est entourée de marécages, alors pour y accéder, les gendarmes n'ont pas d'autre choix que d'être héliportés. Une opération périlleuse, réalisée en à peine quelques minutes. Une fois au sol, la découverte est impressionnante. Des dizaines de plants de drogue sont dissimulés. Vous en êtes à combien? Une soixantaine de pieds pour l'instant. Et nous n'avons pas tout arraché. La récolte s'annonce fertile. À chaque recoin, les gendarmes découvrent de nouvelles plantes. 5. Le premier est à 60 et là il y en a 30 sur le deuxième. Parfait, merci. Alors là maintenant on arrive à 90 pieds. 90 pieds? 90 pieds pour l'instant. Et sur une petite parcelle. Il faudra 2 heures aux gendarmes pour tout arracher. L'hélicoptère va transporter le cannabis jusqu'au camion d'intervention. Les plants seront tous détruits. Voilà, nickel. Une saisie comme celle d'aujourd'hui, les gendarmes y sont habitués. Mais contrairement à la métropole, ici le trafic de drogue n'est pas organisé par des professionnels. C'est pas systématiquement pour s'enrichir, en tout cas pas personnellement, pas comme on le conçoit en métropole. Ça peut devenir un moyen de subsistance parce que ça va permettre de payer plus facilement l'électricité, de pouvoir acheter les cadeaux de Noël, de pouvoir acheter de l'alcool. Donc derrière, au travers de ça, on s'enrichit fatalement, mais pas comme on le fait en métropole où on va pouvoir acheter une voiture, acheter une maison, acheter des écrans, des ordinateurs, etc. Donc ça c'est pas quelque chose qu'on découvre, c'est ici en tout cas sur le territoire. Si la culture de la drogue entache en partie le pays, la Nouvelle-Calédonie ne se résume pas qu'à ses affaires de délinquance. Pour connaître parfaitement cette île, il faut s'enfoncer en plein cœur du pays, dans les terres rurales et arides. Ici, c'est le royaume des éleveurs bovins et des grandes exploitations agricoles. Un faux air de Texas, en plein Pacifique. Et la passion des habitants de la région, ce sont les rodéos, une activité importée par les colons australiens.
Le rodéo, c'est au-delà du folklore, c'est un rapport à la terre, à l'animal, c'est un contexte qu'on ne connaît plus en métropole, où tout est plus industriel. Ici, c'est quand même une vie relativement sauvage, un peu western. Les Calédoniens qui peuplent les terres du centre se sont autoproclamés les broussards, avec un mode de vie à des années-lumière de celui des grandes villes. C'est pas la culture française? Non? Bah, c'est la vie en brousse, c'est le côté cow-boy, parce que même sur Nouméa, c'est pas trop... Nouméa, c'est la ville, et ils sont pas trop comme en brousse, c'est pas la même vie, quoi. On peut pas expliquer, c'est le paradis de vivre en brousse pour nous. Mais même à 17 000 km de Paris, les broussards restent attachés à leurs racines françaises. Alors avant de débuter le spectacle de rodéo, c'est toujours le même air qui surgit des enceintes. Dans les starting blocks, les animaux commencent à s'impatienter. Le ballet impressionnant entre l'homme et l'animal sauvage va pouvoir commencer. Petit moment de tension? Ben ouais, peur que le rodéoman se fasse écraser aussi dedans, mais ben, là il y a eu plus de peur que de mal, il a réussi à vite sortir. Puis peur pour la bête aussi, qu'elle ne se casse pas une patte, un petit peu tendue, mais ça va, il n'y a pas de casse. Ici, les hommes pratiquent le rodéo à dos de cheval sauvage, mais aussi de taureaux enragés. Un sport dangereux qui attire pourtant les foules. Aujourd'hui, ils sont une vingtaine à s'affronter dans l'arène. Il y a un peu d'adrénaline. Sinon, elle est au top. Mais bon, il n'y a que là, comme sport, qu'on trouve ça comme adrénaline. L'objectif du rodéo, c'est de tenir plus de 8 secondes sur le dos de l'animal. Un challenge que très peu réussissent. Mais il tient bien lui, il tient bien sur deux. C'est un nouveau rodéoman, mais il cramponne sur deux. Malgré une petite tape amicale pour l'encourager, ce jeune se fera vite éjecter. 7-18. C'est râpé, faut faire 8 secondes. Même si l'exercice est périlleux, un grand nombre de broussards pratiquent le rodéo de génération en génération. Un héritage auquel ils tiennent beaucoup. Mon papa, lui, travaillait dans les stations d'élevage. Donc j'ai toujours vécu avec les chevaux, bétail. Et puis voilà, c'est comme ça que je suis arrivé dans le rodéo. Allez! Toute la journée, les démonstrations de bravoure vont s'enchaîner, les chutes aussi. Et certaines vont d'ailleurs mettre à mal la virilité de certains. C'est à quel endroit, oui? Écraser le calot. Pars avec les pompiers tout seul. Pars. Si. Mets-toi à plat. Tu marches pas, tu marches pas. Tu marches pas, ça va. Non. Tu marches pas, tu vas voir. Ben, un peu têtu et puis toujours se dire ça va aller, mais surtout c'est comme ça. Enfin, les durs, mais là, ben, il a réellement mal. Ça monte viril, c'est merveilleux au fait. Cette journée de rodéo, c'est aussi l'occasion pour les Calédoniens de perpétuer un folklore local. Une véritable kermesse qui a attiré près de 20 000 spectateurs. Ici, on fait revivre la tradition, celle des pionniers, c'est-à-dire de tous ceux qui ont commencé à organiser en 1860 la Nouvelle-Calédonie. Et donc, les premières têtes de bétail sont arrivées d'Australie, ici, sur la commune de Païta, à l'époque. Voilà. Le rodéo en Nouvelle-Calédonie, c'est aussi l'occasion de célébrer l'animal le plus important de cette communauté, le bœuf. Les veaux sont marqués au fer rouge et les viandes dégustées autour de grandes tablées, car le pays est réputé pour ses terres d'élevage. On produit de la viande de qualité. Hier encore, je dînais avec 2 Parisiens qui descendaient de l'avion, qui m'ont dit « mais vraiment ici, la viande a un goût, la viande elle est bonne ». Cet homme à la chemise rouge est une véritable figure locale dans cette région de Nouvelle-Calédonie. Ghislain Santacross est un vrai caldoche, attaché à ses racines de broussard. C'est lui qui a développé le rodéo à grande échelle, comme le festival d'aujourd'hui. Ghislain Santacross est aussi l'un des plus importants éleveurs bovins de l'île. Il possède plus de 1200 têtes de bétail, réparties sur plusieurs centaines d'hectares de propriété. J'ai des charolaises, là, j'ai un troupeau de charolaises que je croise avec du brahman pour faire un produit qui est le charbré.
et qui est vachement renommé dans le monde entier. Et après, j'ai quand même des croisements de Limousin, des pleins de croisements. Donc c'est par le croisement qu'on arrive à avoir des complémentarités. Ce Calédonien est un caldoche, c'est-à-dire un descendant de bagnards européens. Aujourd'hui, il gère de main de maître son domaine et la production de viande de qualité. Ma fille. Le plus souvent, en famille. Donc j'ai 5 gosses avec 5 femmes différentes, alors c'est un peu difficile à faire le lien. Donc, pour ça que je dis toujours nous. Donc. Un troupeau de gosses. Un troupeau de gosses. J'ai gardé les gosses, mais pas les femmes. Donc. Hey, 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 hey. On va trier là. J'ai des veaux à enlever. Tout ça c'est bon là. Vas-y. Viens, viens ma fille, viens, viens, viens. Aujourd'hui c'est avec ma fille là que je travaille, parce qu'elle fait l'école. Mais aujourd'hui, elle n'a pas d'école, donc c'est 11 novembre. Elle vient me donner la main. Lucie est institutrice, mais la plupart de son temps libre, elle le passe auprès de son père et des animaux. Une passion qu'il lui a transmise, et il espère d'ailleurs qu'un jour sa fille reprendra le flambeau, même si ce métier d'éleveur est un vrai sacerdoce. La vie sur une propriété, c'est tous les jours. On ne peut pas partir en vacances parce qu'on a les bêtes, on ne peut pas... passer un week-end en amoureux à l'hôtel parce qu'on a les bêtes. Mon mari et moi, dès qu'on part en vacances, c'est toute une organisation, quoi. Donc oui, les gens de la ville, ils comprennent pas notre mode de fonctionnement, que le matin on se lève à 5 h, même quand c'est les vacances ou quand c'est le week-end, parce que on va travailler, parce qu'on rentre le bétail et qu'on peut pas faire ça à 10 h après la grasse matinée, quoi. C'est deux vies différentes. Malgré la difficulté du métier, Lucie se sent ici chez elle. Alors qu'est-ce qu'on fait de la nouvelle génération? Ils vont reprendre ou pas alors? Je sais pas, à moins qu'ils fassent une spéculation et puis qu'ils vendent tout ça à des promoteurs. Mais bon, elle, comme elle aime ça, donc j'espère qu'elle va reprendre. C'est le travail d'une vie, donc ça se vend pas, ça. Je ne conçois pas qu'on puisse vendre un tel héritage, quoi. L'ancêtre de Ghislain Santacroce, envoyé au bagne en Nouvelle-Calédonie, était corse. Et ses origines françaises, le propriétaire terrien en est fier et les affiche haut et fort. Là, le drapeau français, là, pourquoi? Parce que je suis fier d'être français, moi. Ouais. Et moi, je l'aime, mon drapeau. On se bat pour rester français. Je suis fier. Fier de mon drapeau. Alors, il y en a qui m'ont dit qu'il fallait l'enlever le matin et puis le remettre... le mettre le matin et puis le soir. Je dis non, moi, je suis français nuit et jour. Ghislain Santacroce a construit petit à petit son empire agricole sur une terre paradisiaque pas beau, ça, là, qui le fascine toujours autant. Ce site-là, quand je passais devant, je voyais ce paysage, je disais un jour, il faut que je sois là. Et puis voilà, j'ai pu acquérir. C'est un paradis, là, ouais. Avec la mer à côté. Regarde ces couleurs de mer, là. Ces terres, l'éleveur en est fier et en clame l'entière propriété. Pourtant, certains affirment que les Kanaks, le peuple originel de l'île, est le seul à pouvoir posséder la terre. Là où on est placé, à peu près tout ce que tu vois à l'horizon, c'est à nous. Mais je croyais qu'on n'avait pas le droit d'avoir des terres en Nouvelle-Calédonie. Pourquoi on n'a pas le droit? Je sais pas. Mais on est en France ici. Ouais. Pourquoi qu'on n'aurait pas le droit? On dit que ces terres, c'est des terres Kanaks. T'es un Kanak et moi, mes grands-parents, ils étaient corses. Je peux revendiquer la Corse aussi. Donc c'est pareil. Arrêtez de dire des conneries. T'es un Kanak. Nous, on est les victimes de l'histoire. Moi, j'y crois à ce pays. J'y crois à la Calédonie parce que c'est une terre qu'on aime. Mais je ne retournerai pas à Thio. L'événement dont parle Ghislain Santacroce, ce sont les affrontements de 1984. Des Kanaks, partisans de l'indépendance, ont affronté les habitants de Thio, un village fidèle à la France. Après l'évacuation d'une partie des habitants, certains sont restés, comme Ghislain Santacroce, pour défendre leurs terres, avant de devoir partir. Et comment ça se fait qu'on vous a pris vos terres? Quand j'étais à Thio, j'avais 5 tribus autour. J'aurais pu rester. Mais rester pourquoi? Pour tuer, pour se faire tuer. Le soleil brille partout, donc je suis venu ici. Vous pouvez me dire comment ça s'est passé en fait? Non, il y a eu trop d'histoires. Je ne veux pas en parler. À ce point-là, c'était très dur?
Ouais. Tu réveilles de l'amertume et puis c'est pire. Malgré les années qui ont passé, cet homme reste bouleversé. Ouais, excuse-moi, mais rien que d'y penser, ça fait 30 ans, mais tu sais ce que c'est que de tirer sur des mecs, tu sais ce que c'est de se faire, de recevoir des balles dans le ventre. Ça, on l'a vécu, ça. Donc, ouais. Aujourd'hui, Ghislain Santacross a reconstruit sa vie à Moindou, sur la rive opposée de l'île, loin de Thio. Une nouvelle terre qu'il espère garder protégée. Et là, personne ne va vous l'enlever? Ah ben, on ne sait pas ce que ça nous réserve, hein, mais je voudrais préserver et puis je voudrais bien que mes fils reprennent le flambeau. Hein. Il y a quand même une sacrée surface, il y a des grands troupeaux, il y a de quoi faire. Je voudrais bien que mes fils reprennent le flambeau. Si ça recommence? On ne se laissera pas faire et puis je ne partirai pas. Donc, de toute façon, on a la place pour tout le monde. Je ne vois pas pourquoi qu'on partirait. Retour dans la capitale de la Nouvelle-Calédonie, Nouméa. La BAC s'apprête à partir en patrouille de nuit. Des tournées pendant lesquelles il faut rester prudent, le danger n'est jamais loin. Vous partez pas sans rien, hein? Non, non. Là, on part équipé. En plus, c'est une nuit de week-end. Donc, on sait très bien qu'il va y avoir du monde. Il va y avoir du monde. En plus, c'est début de vacances scolaires. Donc, ça va être plus animé que les jours de semaine, forcément, surtout de nuit. Bilou, Bilou. Vous avez quoi alors comme matériel pour ce soir? Ce soir, alors, un flashball, super pro, des balles de caoutchouc. Voilà. Donc ça c'est efficace. Bonsoir, prise d'écoute, Bac 152, équipage 3 fonctionnaires. Vous avez une intervention sur la rue Gaspard? Samedi 23h, en plein centre-ville de Nouméa. La brigade de la BAC vient de repérer ce petit groupe de jeunes en train de consommer de l'alcool. Pourtant, cette consommation est interdite sur la voie publique. Assise. Vous êtes avec les filles, elles sont avec vous? Oui. Les filles, pareil, assis, tout le monde. Vous faites quoi là? On est en train de boire. Vous êtes en train de boire? Elle est où la bouteille? Vous êtes amené à bouteille d'alcool? Vous avez mis où? Les jeunes ont dissimulé leur bouteille d'alcool fort dans des buissons bordant un parc. Mais les policiers ne sont pas dupes et demandent à l'un des jeunes de ramasser ces détritus. Simon, c'est toi la bouteille? C'est à toi la bouteille? Hein? C'est vous. Bah t'es gentil, tu la mets dans les poubelles quand tu la termines. Parce que ça, c'est un parc où les enfants ils viennent avec leur famille. Je sais pas s'ils sont bien contents de trouver les bouteilles d'alcool en dessous les palmiers. Hein? Alors tu récupères la bouteille d'alcool et comme un grand, tu vas aller la mettre dans la poubelle. Il y a des poubelles publiques qui sont faites à cet effet. Ce sont des jeunes en fait à qui on a affaire régulièrement, notamment le jeune homme avec la casquette rouge. Les présentations sont plus à faire et c'est vrai que ouais, c'est le week-end, donc rime souvent avec consommation d'alcool. Voilà, ils se retrouvent entre eux et ils boivent. C'est l'alcool qui fait qu'il va y avoir un délit? C'est souvent, oui, c'est souvent l'alcool qui mène à leur, comme ils disent ici, à faire leur petit délire, quoi. C'est-à-dire ils vont, voilà, ils vont se tester entre eux, t'es pas capable, etc. Et donc forcément, avec l'alcool, on se sent fort et on se rend pas compte toujours de ce qu'on fait. Ce soir, les policiers seront cléments avec ce petit groupe de jeunes venus s'amuser en partageant quelques verres. Mais le principal protagoniste de la soirée va vite faire sa réapparition auprès des forces de l'ordre. 6 jours plus tard, au commissariat de Nouméa. Ce garçon menotté n'est autre que le jeune qui consommait de l'alcool dans les rues du centre quelques jours plus tôt. Aujourd'hui, le cas est beaucoup plus grave. Il est accusé d'avoir frappé un homme pour lui dérober son portefeuille et les 10 000 francs pacifiques qui s'y trouvaient, soit environ 100 €. Donc c'est un vol violence, donc un pizzaiolo qui a été gazé avec de la lacrymo et il s'est fait donc voler sa sacoche, son casque et son téléphone portable. Donc voilà, après on a pu reconnaître donc sur photographie notre auteur
et qu'on a été interpellé ce matin. Et pour l'instant, bon, ben, on n'a pas d'éléments. Enfin, pour l'instant, il conteste les faits. Pour l'instant, on est seulement sur une reconnaissance photo de cet individu par la victime. Donc effectivement, c'est un peu léger. Si on n'est que sur ça et que lui ne reconnaît pas, je pense que le parquet ne pourra pas suivre. Le jeune homme, âgé de 19 ans, est auditionné. Il nie toute implication dans cette affaire. Il faut assumer. Mais cette affaire, c'est pas moi. Non, cette affaire, c'est pas toi. Donc tu sais rien du tout sur cette affaire. Oui. Est-ce que tu crois qu'on joue? On joue pas. Nous, on a déjà les éléments. Arrête d'être têtu mais qui sert à rien. Je te l'ai dit et je te répète, on n'est plus au stade de savoir si tu l'as fait ou pas. On est au stade de savoir comment tu l'as fait et que tu expliques les raisons pourquoi tu as fait ça. Si les policiers sont si insistants, c'est qu'ils connaissent bien cet adolescent. Ils le rencontrent souvent et ce n'est pas la première fois qu'il est lié à une agression. Il nous a déjà fait des vols violences où les victimes se sont retrouvées complètement inconscientes avec plusieurs dents cassées, donc il avait fait quand même de la prison pour ça. Donc bon, de toute façon, voilà, c'est l'affaire importante du moment et on va pas lâcher l'affaire. Les policiers décident de placer le garçon en garde à vue. Ils espèrent ainsi qu'il va prendre conscience de la gravité de ses actes. Alors Max, je viens de le placer. Pour l'instant, il chic et j'attends l'audition de la petite amie pour pouvoir avoir un petit peu plus de billes. Ça marche. Voilà. On commence comme ça, puis en espérant qu'il va bien réfléchir. La petite amie de l'adolescent, elle aussi, est entendue par les policiers. Car c'est dans son sac qu'ont été retrouvés les 10 000 francs pacifiques volés. Réveille-toi, pense à toi, pense à sauver ton cul, d'accord? Pense à toi. Parce que ici, les responsabilités de chacun face à la justice, face au procureur, c'est chacun qui les assume. Il n'y a pas il a fait ci, il a fait ça. Par contre, je peux te promettre que lui, il va pas se gêner. Seul son témoignage pourra formellement identifier son petit ami comme le voleur. La jeune fille est donc cuisinée pour l'inciter à passer aux aveux. Tu sais que les faits sont graves, hein. Tu sais ce qui s'est passé exactement? Tu sais comment il s'y est pris, hein. C'est un vol aggravé. C'est un vol avec arme. C'est grave ce qu'il a fait. Justement, on se demande si la copine n'aurait peut-être pas bénéficié d'une partie des affaires volées, notamment le téléphone, ou peut-être l'argent. Là, on a retrouvé de l'argent sur eux, donc on est en train de voir comment ils peuvent justifier la provenance de cet argent, sachant qu'ils ne travaillent pas. Tu nous dis d'où vient cet argent? C'est clair, c'est... Si on a récupéré cet argent avec toi pour venir en audition, c'est pas pour rien. Tu crois pas que ce serait plus simple de dire la vérité? De toute façon, si il est là, c'est pas pour rien non plus. Ton petit ami, c'est un voleur. Mais je sais que c'est un voleur, mais s'il a volé, ben voilà, j'ai rien à voir, moi j'ai pas volé. Dis-nous ce dont tu as connaissance. Tu tournes autour du pot. Ça fait 1 heure qu'on tourne autour du pot. L'adolescente assure ne rien savoir. Selon elle, son petit ami serait innocent. Les policiers vont donc changer de ton et devenir beaucoup plus fermes. Mais où là maintenant on se pose la question justement si t'as pas assisté à la scène et si t'as pas participé. Pourquoi tu continues à le couvrir? T'as peur qu'il aille en prison? Bah s'il va en prison, il mérite. Il a commis un délit. Pour la dernière fois, je te pose la question. Qu'est-ce qu'a fait? Tu sais pas. L'adolescente va même être placée en garde à vue, impossible électrochoc. Tu veux camper sur tes positions? Oui, ok. Il est 9h47, t'es placé en garde à vue à partir de maintenant. Pourquoi moi je ramasse pour lui là? Vous avez rien contre moi, c'est lui qui a fait des trucs, pourquoi moi je ramasse lui? La jeune fille est maintenant accusée de recel. Elle devient la complice du vol de son petit ami. Un jeune garçon qui commence à réaliser dans quoi il a impliqué sa copine. T'as pas de scrupule que ta chérie elle soit placée en garde à vue là? Elle est placée en garde à vue? Oui, elle est placée en garde à vue. Toi, t'as pas de scrupule par rapport à ça? Le fait qu'elle soit placée en garde à vue? Oui. Et tu continues et tu campes sur tes positions? Bien sûr, c'est pas toi. Tu penses que nous, on est allé te chercher comme ça? Mais c'est pas moi. C'est pas toi. L'adolescent culpabilise et affirme que son ami n'a rien à voir avec le vol. Parce que quoi? Mais elle a pas été là. C'est toi qui l'as mis là. Tu sais quoi? C'est toi qui l'as mis là. C'est pas moi. C'est pas nous qui l'avons placé en garde à vue, c'est tes agissements qui ont fait que. Finalement, dans l'autre salle d'interrogatoire, la petite amie vient de céder. Elle accepte de raconter aux policiers que son petit copain lui a bien donné cet argent. Quand il est arrivé vers vous là, en courant, il avait quelque chose dans les mains? Des sous.
Il avait combien? Vite fait, je crois qu'il y avait 10 000. Ok, donc 10 000. Elle avoue même qu'il lui a parlé de l'agression. Qu'est-ce qu'il te dit? J'ai fait un pizzaiolo. Et toi, tu lui poses pas de questions? Bah, histoire qu'il te raconte un peu plus que... Ouais, mais il m'a dit qu'il a tapé, c'est tout. Maintenant que la jeune fille a dénoncé son petit ami, une confrontation est organisée. Le jeune garçon peut encore avouer son crime et surtout disculper sa petite amie de complicité. Quand tu veux. Donc, tu as dit que le dimanche 18, tu étais donc avec des amis au quartier, que s'est absenté environ une demi-heure, sur les coups de 19h, 19h30. Tu sais pas où il est parti, qu'il est revenu en courant et qu'il t'a dit vite, vite, il faut qu'on se barre vite. Et qu'il t'a dit aussi qu'il s'était fait un pizzaiolo, qu'il avait volé de l'argent au pizzaiolo. Tu maintiens ce que tu as dit? Je veux t'entendre, s'il te plaît. Oui? C'est bien ce qui s'est passé ce dimanche-là? Je maintiens ce que j'ai dit. Qu'est-ce que tu as à dire à ce qu'elle vient de dire? J'ai entendu. Et alors, qu'est-ce que tu as à dire? J'ai pas dit. Que tu lui as pas dit? Et que j'ai pas dit que j'avais fait un pizzaiolo. Tu lui as jamais dit ça? Que tu avais fait un pizzaiolo, que tu lui avais volé de l'argent et volé son téléphone, c'est ça? Tu lui as jamais dit ça? Si. Hein? Si. Tu lui as dit ou pas? Ouais, je lui ai dit c'est mon café. Ah, tu lui as dit c'est moi qui a fait. Mais on va pas se contenter de ça, tu penses bien. Tu vas nous expliquer ce qui s'est passé. Hein? Finalement, l'adolescent va craquer. Par amour, il avoue son vol des 10 000 francs pacifiques et l'agression du pizzaiolo. Un retournement de situation peu fréquent dans les locaux d'un commissariat. Finalement, l'amour l'a emporté. On a eu des aveux grâce à la copine. Apparemment, c'est ça qui a... Enfin, c'est pas apparemment, c'est ça qui a été déclencheur. Alors qu'on ne l'attendait plus, on a eu des aveux lors de la confrontation. L'amour plus fort que les enquêteurs, ça va être le fin mot de l'histoire. Non, là, un peu surpris, mais ben, c'est très bien. Donc j'ai eu le magistrat, la jeune fille va sortir de garde à vue avec un rappel à la loi devant un délégué du procureur et lui par contre va être déféré demain matin pour un jugement. Quelques semaines après notre tournage, le jeune voleur a été condamné à 2 ans de prison ferme. Il purge toujours sa peine. Mon chef, coupe ton moteur, c'est la police. En Nouvelle-Calédonie, la délinquance est de plus en plus jeune et de plus en plus consommatrice d'alcool. Les mains. 2 individus là qui s'apprêtaient à prendre le volant complètement ivres. Souvent le week-end, cette consommation entraîne son lot de violence. Bouteille de pastis pure. Donc ouais, là l'alcool c'est même plus qu'un fléau, là c'est très problématique. Comme ce soir, le même phénomène se met en place. Des bandes de jeunes éméchés sortent de boîtes de nuit et commencent à se chamailler. Tous les noctambules qui vont sortir. Et là, il va y avoir des ivresses. Ici, là? Ouais. Ici, une boîte de nuit, un bar sur l'eau, la bodega. Les policiers ne se sont pas trompés. Très vite, une bagarre leur est signalée. 2 hommes en sont venus gravement aux mains. L'un est inconscient au sol. C'est la police. Mets-toi là-bas. Quoi? De quoi, toi? C'est la police, là. Chaud. Tais-toi tranquille, hein. Donne ta main à mes collègues. En état d'ébriété avancé, cet homme a assommé d'un coup de poing son ami. Bac 152, vous pouvez faire appel aux pompiers, là. Il y a une personne qui s'est fait violenter, là, demi-inconsciente, là. Visiblement prise de boisson, on va dire entre 35 et 45 ans. Finalement, l'homme évanoui finit par se relever. Il semble vouloir reprendre le combat. Afin de calmer la situation, les policiers interpellent l'auteur des coups, qui ne semble pas comprendre ce qui lui arrive. Oui, le lot quotidien du week-end, voilà. Probablement sortir du bar, tous passablement éméchés. Assister à un savatage en bonne et due forme, voilà, bon.
Les pompiers arrivent en urgence pour prendre en charge le blessé. Mais lui aussi est sous l'emprise de l'alcool et refuse d'être soigné. T'as signé une décharge? Voilà, on a signé une décharge. Moi j'ai besoin d'un témoin en fait. Ouais, bien sûr. Juste numéro de matricule et PN. Je te donne ça tout de suite. Nous on n'est pas médecins, on est policiers, donc on fait appel aux collègues qui sont plus référents que nous en la matière. En l'occurrence les collègues, bon, ils vont rentrer chez eux avec quelques bobos et puis ça ira mieux demain. Finalement, les tensions vont s'apaiser. Le blessé va être reconduit chez lui par des amis. Il risque de se réveiller demain avec un impressionnant mal de tête. Mais pour les policiers, la soirée n'est pas encore terminée. En Nouvelle-Calédonie, les routes sont parmi les plus meurtrières du monde. Chaque année, environ 60 Calédoniens y perdent la vie. Les contrôles routiers sont donc fréquents et ce soir, l'un d'eux a mal tourné. Les collègues ont voulu contrôler un véhicule qui a refusé de tempérer donc à leurs injonctions. Et il a pris la fuite délibérément. Et ils l'ont pris en charge en espérant qu'il s'arrête. Il n'a jamais voulu s'arrêter. Il a accidenté 2 voitures. Et le chauffeur a pris la fuite dans les brousses. Le choc a été très violent. En voulant fuir les forces de l'ordre, le conducteur de cette voiture a pris d'énormes risques. Il a perdu le contrôle de son véhicule et est entré en collision avec 2 autres voitures. Un drame a été évité par miracle. On est arrivé sur la gueule direct comme ça en fait. Je pense que c'est la première voiture qui a loupé le virage, qui a tapé dans la première qui est sur le côté et qui est venue après me percuter de plein fouet, quoi. Le conducteur est maintenant coincé dans son habitacle. S'il a fui le contrôle de police, c'est qu'il est alcoolisé. À aucun moment, il n'a réfléchi aux conséquences dramatiques qu'aurait pu avoir son comportement. Alors, faut tempérer qui se termine un peu mal. Là. On a des véhicules là, qui sont pas mal accidentés. Et une dame blessée dans le premier véhicule en bas, une Tucson, là, surtout très choquée. Et le conducteur, avec le choc frontal, il est carrément coincé dans son véhicule, dans son propre véhicule. Et son passage avant a pris la fuite à travers les brousses, mais bon, c'est un labyrinthe dedans. Donc, il est en fuite, lui. Mais bon, on a le chauffeur, c'est le principal. Pour conduite en état d'ivresse, le conducteur risque jusqu'à 2 ans de prison et 4 500 € d'amende. En 5 ans, la délinquance en Nouvelle-Calédonie a augmenté de 30%.